Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Tardivement, mais tous mes voeux. C'est gentil. Bon, mes voeux à merci vous. d'être la directrice de l'IFRAP. Vous publiez Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions de l'Observatoire. En gros, si je devais résumer votre bouquin, difficile parce que c'est truffé de chiffres, il faut aimer les chiffres, ce qui est notre cas ici, on assiste en gros à un grand décrochage de la France. Oui, c'est ça. Et vous avez beaucoup de chiffres pour le prouver. Maintenant, pourquoi être aussi sombre, Agnès, alors qu'on voit le New York Times qui nous dit que nous, en France, on est les champions de la sortie de crise. C'est le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui affirme que la France, on est mieux tiré que les autres dans cette pandémie. Pourquoi vous broyez du noir, là? Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, le problème, c'est de voir que ce qui est positif, c'est pas mieux non plus. Parce que ce que nous fait par exemple le gouvernement en ce moment en nous disant c'est formidable le déficit 2021, c'est moins que prévu, c'est 7% au lieu de 8,2. 7% c'est combien? C'est plus de 170 milliards. Oui, ça équivaut à quoi, David? La dépense d'enseignement plus la dépense de défense. En 2021, il y a une crise. On a non mais attendez, il n'y a pas que la crise. Non mais toutes les années. Si on regarde ce qui va bien, 7% de croissance Agnès, 7% non, mais de croissance est-ce que les Allemands 2021. ont financé l'équivalent de l'enseignement et de la défense à crédit en 2021? Non. La réponse est non. On a plus dépensé que les autres. Non mais on est dans des niveaux de déficit public abyssaux. On a plus de 700 milliards de dettes en plus. Les Américains sont à 16% et personne ne recharge des noises. Hein. Ouais, mais attendez, les Américains, ils n'ont pas 48% de leur dette qui est détenue par des non-résidents. Ils sont à 24% détenus par des non-résidents. On n'est pas du tout dans la même situation. Pourquoi on compare toujours des choses qui ne sont pas comparables? Nous, on est dans un pays qui a 3 000 milliards de dettes, dont la moitié est détenue à l'étranger. On ne sait même pas qui exactement. Je fais un chapitre sur ce sujet. Je dis il y a une grosse partie de la dette négociable de la France qui est détenue en Chine. Mais on n'a pas le droit de le savoir. C'est 300 milliards, c'est ça? C'est une estimation. J'ai dit entre 200 et 300, mais j'en sais rien. Ah oui, d'accord, c'est dos mouillé. Mais c'est des estimations qui circulent à Bercy. Voilà. Après, les sénateurs ont voté un amendement pour dire qu'il fallait absolument savoir qui détient la dette française à l'étranger. Ça a été rejeté, alors que ça a été voté à l'unanimité des groupes au Sénat. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal que les Français n'aient pas le droit de savoir? Non. Alors moi, je sors ce livre, je dis les citoyens ont le droit de savoir avant d'aller voter. Oui. L'audit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je veux bien qu'on repeigne la situation en rose en disant c'est génial, c'est extraordinaire. Mais je pense que c'est pas vrai. 7% de croissance, encore une fois, en 2021, un peu moins de 4%, combien de récessions en 2020? 1 million de créations d'entreprises l'an dernier. Ouais, jamais vu. Combien avec zéro emploi? Un chômage proche de 7%. Est-ce que vous dramatisez pas un peu? Non, mais attendez, je donne un chapitre dans mon livre sur le chômage. J'invite tout le monde à regarder les chiffres. C'est super intéressant. Quand vous regardez le nombre de personnes indemnisées par Pôle emploi, 3,3 millions de personnes. Vous regardez le nombre de chômeurs au sens du BIT, un peu plus de 2 millions. Vous regardez finalement le nombre de personnes qui à la fois sont déclarées comme demandeurs d'emploi et à la fois ceux qui ne sont pas comptés dans le halo du chômage. 2 millions de personnes supplémentaires. Ça ne fait pas 8%, ça ne fait pas 7%, ça fait 13%. Et quand vous regardez par rapport à l'Allemagne, vous additionnez le nombre de demandeurs d'emploi et le halo du chômage, vous n'êtes pas à 13%, vous êtes à 7,2%. Et quand vous regardez aux Pays-Bas, vous êtes à 9%. Donc je veux bien qu'on soit champion extraordinaire, qu'il y ait moins de chômage. Les Américains disent qu'on est champion de la sortie de crise. Hein. Oui, mais champion de la... Non mais attendez, qui va payer? Les ricains. Qui va payer la note? Là, on est en train d'avoir une inflation incroyable. On est autour de 3% aujourd'hui. Entre 2,8, 2,9 et 3,4%, ça dépend si c'est Eurostat ou chiffre de l'INSEE. 2,8, l'INSEE nous dit ça pour 2021, 3,4 nous dit Eurostat, donc déjà il y a un petit écart, c'est quand même pas négligeable. Et puis on a eu quand même 5% en zone euro en 2021. Et pour 2022, vous savez à combien va être l'inflation? Non, personne ne le sait. Voilà. Alors l'INSEE nous dit 2,5, vous le croyez ça? C'est un bas de fourchette ça. Vous le croyez? Ouais. C'est quoi la vraie fourchette? Et Michel-Édouard Leclerc, il nous dit entre 5 et 7%. 5% sur l'alimentaire, 7% sur le reste. Il prêche pour sa paroisse aussi indirectement. Écoutez, il faut regarder ce que disent les Français aussi. Quand il y en a qui, comparé au mode de calcul de l'INSEE sur l'inflation, on nous dit les carburants, ça compte pour 4% dans le panier fixe, etc. Et puis alors, on regarde ce que nous disent les Français. Certains dépensent 10 à 15% de ce qu'ils gagnent tous les mois en carburant. Donc les chiffres INSEE sont faux. Je me demande comment on calcule véritablement l'inflation en France. Pourquoi la zone euro elle a 5% et nous on aurait 2,8 ou 2,5 ? Attendez, il y a un petit problème. Et puis, l'inflation c'est quoi? C'est un impôt qui ne dit pas son nom, en fait. Ça veut dire qu'on va nous faire payer la crise.
le coût de la crise, il n'y a rien de gratuit. Hein. C'est-à-dire que les 140 milliards qu'on a dépensés budgétairement entre 2020 et 2021 pour cette crise sanitaire, l'État, au lieu de dire finalement je vais augmenter l'impôt, il dit finalement je vais laisser filer l'inflation. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Et c'est pas l'État qui laisse filer, ça vient de oui. goulot d'étranglement, le pétrole, c'est pas l'État français qui décide attendez, du cours du pétrole. Remonter les taux directeurs à la BCE, qui est-ce qui décide? C'est la BCE avec des gouverneurs de différents pays, dont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Dont la France. C'est une voix parmi d'autres. Qui a vraiment envie d'amortir aussi sa dette et de dire, tiens, si je baissais un peu ma dette dans le PIB, ce serait pas mal, sans faire d'efforts, sans baisser la dépense. Le gouverneur qui a dit clairement que si l'inflation était trop élevée, n'ayez aucun doute de notre volonté. Alors d'accord, aucun doute quand on dit... Il me l'a dit dans les yeux. Hein. Ouais, dans les yeux. 2%, c'est ça l'objectif? Combien on a fait en 2021 en zone euro? 5. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Un petit écart, non? Selon les prévisions de la Banque de France, on serait sous 2% dans un an. Ah ouais. C'est la Banque de France. On verra. On verra bien. Hein, ça veut dire que pendant 2 ans, on laisse filer à 5 ou 6. On décroche, on décline sur quels critères pour On vraiment décroche sur énormément de critères. Le premier chapitre... Alors on ne décroche pas sur quoi alors? Ce sera plus rapide. Non mais le premier chapitre, ça je vous fais confiance pour sortir les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est une avalanche permanente avec le gouvernement. Hein, tout est formidable. Donc voilà, il n'y a qu'à écouter les informations toute la journée. Vous avez une dent contre le président? Non, absolument pas. Hein. Moi, rien du tout. Surtout que je vais vous dire, Nicolas Sarkozy a augmenté la dette de 600 milliards, François Hollande 400. Et là 700. Et là 700. Ouais. Donc je veux dire, on n'est pas loin à chaque fois. Hein. Ça ne s'améliore pas. Hein. Mais, il y a une crise inédite aussi. Il y a eu plusieurs crises. Il y a tout le temps des crises. Oui, David, vous êtes bien placé pour le savoir. On va avoir d'autres crises. D'accord? Et là, on n'aura plus de Et à chaque fois, on est mal préparé. À chaque fois, c'est pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, finalement, notre croissance potentielle, elle n'est pas formidable. Pour créer... Il y a un sujet là, il y a un sujet. Alors, on a un petit problème de balance commerciale. Hein. Plus de 80 milliards de défis. Alors, on décline sur quoi? Ça, bizarrement, ce qui parle au français. Parce qu'il parle au français, c'est que vous et moi, on a appris un truc. La France, c'est 5e puissance mondiale, 6e puissance mondiale. On est dans les meilleurs. D'accord? On est toujours 5e ou 6e puissance mondiale, mais pas au PIB par habitant. Mais par habitant, bizarrement, par habitant. On est 23e. 23e. Dans les années 80, on était 11e. Il n'y a pas un petit décrochage là? Il n'y a pas un truc qui ne va pas? 39 000 € par habitant en moyenne de richesse nationale. Les Allemands sont à 46. La moyenne des pays du nord de l'Europe, c'est à plus de 60 000 €. Il n'y a pas un petit problème? On est en train de décrocher complètement de la zone cœur de la zone euro. Et ça, c'est un problème non seulement pour les Français, pour notre pouvoir d'achat, parce qu'on peut toujours parler dans tous les sens du pouvoir d'achat, etc. Si on ne crée pas de richesse, si on crée moins de richesse que les autres, on devient de plus en plus pauvre proportionnellement en Europe. On est en train de se rapprocher des pays du sud de l'Europe. C'est ça qu'on veut? Moi, c'est pas ça qui me fait plaisir pour mon pays. Moi, j'ai envie qu'on redevienne une puissance beaucoup plus importante, beaucoup plus respectée. Ça veut dire qu'il faut produire chez nous. Mais produire chez nous, ça veut dire aussi peut-être pas être le pays qui taxe le plus, parce que le gouvernement nous dit, dans l'avalanche des bonnes nouvelles... Ils ont baissé de 50 milliards d'euros les impôts sur la mandature. Moitié pour les entreprises, moitié pour les particuliers. Comment vous faites le calcul, David? En 2017... on est à 45,1 taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale. 45,1. En 2021, on vient d'avoir les chiffres. C'est combien d'après vous? Pour baisser de 50 milliards? Il faut faire le calcul. Bon. En fait, on est toujours à 44,9. Donc 0,2, oui, on n'y est pas. 0,2. Ça fait combien 0,2? Ça fait 50 milliards? Non, ça fait 4 milliards. Ouais, 5 milliards. Ouais. Voilà. 10 fois moins. Hein. Donc c'est tout simple. Parce qu'il y a eu de la croissance, ça dépend si rapporté au PIB ou... S'il y a eu de la croissance, il y a eu plus de recettes fiscales puisqu'elles sont indexées sur la croissance. Oui, bien sûr, mais donc on devrait avoir un PIB beaucoup plus important et donc finalement, proportionnellement, les prélèvements obligatoires devraient être plus faibles. Donc finalement, sur la mandature, les prélèvements obligatoires n'ont quasiment pas baissé? Non, c'est bizarre. Hein. Alors comment est-ce qu'on explique ça? 50 milliards d'un côté nous dit le gouvernement de baisse de la pression fiscale sur les entreprises et les particuliers et les prélèvements obligatoires rapportés au PIB qui moi j'ai plein d'explications, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. Par exemple la CSG. Elle a plus augmenté que n'ont baissé les cotisations qui ont été supprimées en face de la CSG. Par exemple, l'impôt sur le revenu, c'était 73 milliards de recettes en 2017. Et c'est 82 milliards de recettes en 2022. Et c'est la faute du gouvernement, ça? Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a eu le prélèvement. Par exemple, le prélèvement à la source, ça a permis aussi d'augmenter les recettes, énormément. Donc on a plus prélevé sur les Français. Alors, le rendement de l'impôt sur le revenu est déjà très très important. Et oui, mais donc résultat, qu'est-ce qui se passe? On a un taux de prélèvement obligatoire qui est toujours parmi les plus élevés au monde, pour ne pas dire le plus élevé au monde. On taxe le plus, on s'endette le plus et on dépense le plus. C'est ce triptyque-là, mais on travaille le moins.
Il faut rajouter et on travaille le moins. Mais il existe depuis longtemps. On redécouvre l'eau chaude, là. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas dit qu'on allait tout changer. Il y a 5 ans. Plusieurs fois. Plusieurs fois, on a dit qu'on allait tout changer. On ne travaille pas assez. Il faut 2 secondes s'arrêter là-dessus parce que pour celles et ceux qui, comme moi ou comme vous, triment, il y en a beaucoup. C'est difficile d'entendre ça, on ne travaille pas assez. Beaucoup de Français travaillent énormément. Donc ça veut dire quoi? Les Français ne travaillent pas assez. Plus ils sont indépendants, plus ils travaillent. D'ailleurs, les Français sont ceux qui travaillent le plus en Europe quand ils sont indépendants, quand ils sont leurs propres patrons finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas culturel. Les Français ont dans leur ADN le travail. Et finalement, l'idée qu'il faut travailler pour gagner sa vie, etc. Ça c'est pas un problème. Le problème, c'est que le système qu'on a organisé, le modèle social français, désincite au travail. Qui ne travaille pas assez? On parle de quoi? Sur l'année, sur une vie, il y a trop d'RTT, trop de vacances? J'ai tout un chapitre là-dessus, super intéressant, je pense. 7 milliards d'heures travaillées en moins par rapport à la moyenne des pays comparables. 7 milliards d'heures par an en moins. Si vous prenez par rapport au Royaume-Uni, c'est même pas 7 milliards, c'est 12 milliards de moins. D'accord. C'est les chiffres Eurostat. Mais qui ne bosse pas assez, encore une fois? Est-ce que c'est sur une semaine, attendez, sur un mois? C'est pas compliqué, David. On commence à travailler plus tard. On rentre plus tard sur le marché du travail. On part plus tôt. On travaille moins dans l'année. Donc le problème, c'est pas entre 25 et 55 ans, c'est avant 25 ans et après 55 ans. Oui, mais on travaille moins dans l'année aussi. On a plus de RTT. Les RTT, ça existe à l'étranger, ça? Vous avez beaucoup de pays où il y a « Ah tiens, je pars en RTT ». Non, ça n'existe pas, ça. Bon. Donc, qui a copié les 35 heures? En ce moment, il y a plein de candidats qui proposent les 28 heures, les 32 heures. Enfin, personne n'a copié les 35 heures ailleurs que chez nous. Regardez, aux Pays-Bas, il y a eu des choses, je crois, de mémoire aux Pays-Bas. Ouais, enfin, à chaque fois qu'on creuse un peu, on se rend compte que ça a été une petite expérimentation dans une boîte et puis qui finalement n'a pas perduré, etc. Bon, donc la réalité, c'est que personne a dans l'esprit qu'en travaillant moins, on crée plus de richesse. Il n'y a que chez nous que ça existe, ça. Ça ne marche pas. Travailler moins... produire moins et finalement avoir un pays qui est plus prospère et avec des gens qui ont plus de pouvoir d'achat. Donc vous demandez aux gens de travailler plus que par semaine ou c'est juste il faudrait virer les RTT, il faudrait... Et en même temps, si des gens commencent tard sur le marché du travail, c'est parce que soit ils font des études, soit parce que les jeunes, on a du mal à les prendre. Et si on s'arrête à 55 ans, c'est parce que les boîtes ne vous gardent pas. Aujourd'hui, David, on a plus de 2 millions de personnes qui sont considérées comme chômeurs, on a plus de 2 millions de personnes qui sont dans le halo du chômage. Et le halo, on rappelle ce que c'est le halo. C'est ceux qui n'ont pas de travail, mais ne sont pas disponibles forcément tout de suite pour aller répondre à une proposition d'emploi. Donc, résultat, on ne les compte pas comme demandeurs d'emploi, mais en fait, ils sont quand même demandeurs d'emploi. Ouais. Bon, bref, ces personnes-là, ils existent. Pour autant, dans les collectivités locales, dans l'éducation, dans la restauration, dans tous les secteurs, on a des problèmes pour recruter. Il n'y a pas un petit problème de modèle social? Je rencontre tous les jours des gens qui me disent on n'arrive pas à recruter, même dans le secteur public. Et donc alors c'est quoi la solution? Le problème c'est peut-être qu'il faut qu'on arrête d'empiler des aides qui sont versées sous critères de ressources, qui ne sont pas additionnées et qui sont désincitatives au retour à l'emploi. Regardez, 130 milliards de dépenses d'aide entre le RSA, la prime d'activité, le RSA jeune... c'est pour aider les travailleurs pauvres, vous n'avez pas envie de les aider, vous, les travailleurs pauvres? Non mais d'accord, mais à un moment, il faut aussi peut-être se poser la question de est-ce que tout ça est bien articulé? Est-ce que finalement, on n'empile pas entre les APL, l'allocation adulte handicapé, etc., etc., la prime de rentrée scolaire, la prime de Noël, à la fin, ces milliards qui sont versés, est-ce qu'on les ausculte correctement? Est-ce qu'il n'y a pas de la fraude? Est-ce qu'il n'y a pas de l'optimisation sociale? Parce qu'on parle tout le temps d'optimisation fiscale dans notre pays. Mais la fraude sociale, on ne veut pas la regarder. On reste aveugle par rapport à ça. Et pourtant, c'est des milliards d'euros par an. Il y a encore un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur le RSA, qui est absolument édifiant. Est-ce que c'est logique qu'on dise aux jeunes qui vont avoir le contrat d'engagement, vous devez signer un engagement vis-à-vis de l'État pour dire que vous allez essayer de trouver un emploi, que vous allez faire une formation, etc. Mais les personnes au RSA, on ne leur demande pas d'engagement, donc on demande ça qu'aux jeunes. Et il y a 42% au bout de 7 ans des personnes qui sont allocataires du RSA qui sont toujours au RSA. C'est pas normal. Dans les pays du nord de l'Europe, on leur demande quoi? Bien sûr, on les aide. Bien sûr, il faut aider ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la peine, etc. Mais c'est évident. Tout le monde le fait, tous les pays le font en Europe. La question, c'est en face, si vous avez une proposition d'emploi qui correspond à votre parcours, etc., vous dites oui. Et puis si vous dites non... Ça fait longtemps qu'en France on dit que si on n'a pas le droit de refuser trop d'offres d'emploi, sinon d'ailleurs on voit ces allocations sucrées. Hein. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont eu leur allocation sucrée? Vous connaissez les statistiques? Non. Mais il n'y en a quasiment pas. C'est pas appliqué. Emmanuel Macron a encore dit là, le 9 novembre dernier qu'il allait faire appliquer ce genre de choses. J'aimerais bien savoir si c'est le cas.
Moi, D'ailleurs, des règles qui ne sont pas appliquées en France, vous en parlez dans un chapitre, c'est un des problèmes de la France aussi. Mais bien sûr. À la fois beaucoup de règles et peu qui sont appliquées. Enfin, en ce moment, on le voit bien. Hein. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, et puis finalement, bizarrement, elles sont... à quoi, là? Je pense notamment à tous les papiers qu'il a fallu remplir pour aller acheter sa baguette de pain, qui vous demandait votre attestation de permis de sortir, de permis de rentrer, etc. Enfin, on invente des trucs technocratiques absolument hallucinants, qui existent nulle part ailleurs. Donc, finalement, nous, on est champions pour imaginer des tas de règles de contrôle et tout, mais personne ne contrôle. Donc, il vaudrait peut-être mieux des règles applicables et puis appliquées. Parce que regardez ce qu'ils font dans les pays du nord de l'Europe. Quand vous refusez une offre d'emploi, on vous baisse de 20 ou 30% votre allocation chômage ou vos minima sociaux. Vous refusez un deuxième job, ben c'est pareil, on vous rebaisse encore vos allocations. Pourquoi ? Faut-il que le job soit cohérent par rapport à votre parcours, à vos envies, aussi, pas de problème à votre domicile, il faut pas mais ça, c'est le cas. C'est le cas dans les pays du nord de l'Europe, parce que vous êtes accompagnés, parce que vous n'êtes peut-être pas face au mur de Pôle emploi, mais peut-être que vous avez aussi des accompagnateurs, des associations, etc., qui vous accompagnent vraiment dans les territoires, Agnès, en fonction de la filière. Le risque, on le comprend bien en lisant votre livre, c'est que la France devienne le maillon faible de l'Europe. Et en même temps, tout n'est pas perdu, si on fait le job. Et donc, on a compris que Macron, le président, n'a pas fait le job. Et parce qu'il a calé sur la réforme des retraites, il a calé sur la réforme des retraites, il a calé sur la réforme de l'État. C'est ça, l'angle mort. Mais il est toujours temps de se réveiller. L'angle mort du quinquennat, c'est ça, surtout. Oui, c'est les retraites, malheureusement. Le sujet, on le savait. Et la réforme de l'État aussi. On le savait depuis longtemps. Mais même Marisol Touraine, sous François Hollande, a augmenté le nombre de trimestres, vous vous en souvenez? C'est la réforme Touraine. Et même la gauche a pris ses responsabilités en la matière. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce quinquennat? Ils sont arrivés, ils ont dit, attends, la réforme des retraites, on la fera plus tard. De toute façon, il n'y a pas de problème financier. 2 mois plus tard, ils ont dit, ah bah si, il y a quand même un problème financier. Bon. C'est pour ça que je fais cet audit maintenant. Plutôt que d'arriver dans une situation où le gouvernement est déjà en place, il y a un programme qui a été voté, plébiscité par les Français, et en fait, il ne correspond pas à la réalité. Il y a eu quand même un programme pro-business dans l'ensemble des mesures pro-business, le président, entre la fiscalité, la flat tax, l'IS à 25, les baisses d'impôts de production. Ne dites pas que rien n'a été fait. D'accord. Alors, tout ce qui était programme de tout ce qui est pacte de responsabilité, CICE, baisse de l'IS, c'était déjà programmé par François Hollande, on s'en souvient. D'accord ? Même la baisse de l'IS a été retardée en termes de calendrier par rapport à ce qui était prévu sous François Hollande, vous vous en souvenez? Bon, ok. Donc ça, c'est pas, j'appelle pas ça des nouvelles mesures, j'appelle ça juste des mesures qui ont permis... La flat tax à 30%. Non, mais des mesures qui ont... Oui, d'accord, la flat tax à 30%, mais ça revient même pas au niveau de la fiscalité du capital d'avant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il faudrait faire beaucoup plus. Si vous voulez engager la jeunesse de France à aller mettre de l'argent dans des start-up, à travailler énormément, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand vous montez une boîte, vous n'allez pas travailler 35 heures par semaine, vous travaillez 70 heures par semaine. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est incitatif aujourd'hui, en taxant les plus-values quand vous revendez votre boîte, en les taxant beaucoup plus qu'ailleurs, en taxant les dividendes, en taxant tout ça? Est-ce que vraiment on incite à l'entrepreneuriat? Non, pas encore. Il faut faire beaucoup plus. Avec la flat tax, on rentre dans la moyenne européenne, pardon, en termes de fiscalité. Mais on est encore supérieur à plein de pays. Oui, mais il y a des pays qui ne taxent pas du tout des dividendes. Il y a des pays qui ne taxent pas les plus-values quand vous vendez votre entreprise. Par exemple, au Royaume-Uni, si vous avez investi dans une start-up, dans une PME, que vous gardez pendant 3 ou 4 ans votre investissement, à la sortie, vous n'avez pas de taxation des plus-values quand vous cédez vos parts. Ce n'est pas le même modèle social, vous savez. Mais attendez, justement, c'est peut-être ça le problème. C'est que nous, on dépense de l'argent qu'on n'a pas. On vit à crédit, aux frais des Français, parce que c'est eux qui paieront la note à la fin. Il ne faut pas se leurrer. L'État, c'est nous. Donc, se dire qu'en fait, on n'a qu'à taxer toujours plus pour dépenser toujours plus d'argent public, en oubliant que quand on taxe 140 milliards de plus nos entreprises, parce que vous dites, Emmanuel Macron, il a fait plein de trucs. Oui, il a fait des choses, bien sûr. Ah. Il a essayé de baisser la pression fiscale, mais je vous ai expliqué qu'en fait... Il y a toujours un écart de 140 milliards d'euros de surcroît de taxation sur les entreprises. De surcroît de taxation sur les entreprises. Par rapport à qui? Par rapport à la moyenne européenne? Par rapport à la moyenne de la zone euro. Ne prenez pas l'Allemagne en exemple. Par rapport à la moyenne de la zone euro hors France. Je ne parle même pas de l'Allemagne, je parle de la moyenne de la zone euro hors France. Donc des pays qui sont comparables à nous, qui sont dans la même zone monétaire. Donc la sortie par le haut, encore une fois, pour être positif, prochaine présidente qui pourrait faire le job, c'est quoi? C'est la réforme des retraites? Bien sûr. 67 ans, là vous y allez fort. 67 ans, 2030. Faut-il que les boîtes gardent leurs seniors, encore une fois? Parce que c'est bien de dire 67 ans, mais si les boîtes ne les gardent pas, ils passent à Pôle emploi, les mecs. Donc, mais c'est sûr que si vous dites aux boîtes que les gens sont vieux à 60 ans, ce qui n'est pas vrai du tout,
ils n'ont pas forcément envie de les garder. Si vous dites qu'à 67 ans, vous n'êtes pas vieux, ça change complètement la vision des choses. Tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite ont meilleur taux d'emploi des seniors. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut marteler. On n'est pas vieux à 60 ans ou à 62 ans aujourd'hui en France. On a encore une espérance de vie. Ça dépend ce qu'on a fait comme métier aussi. Mais non, mais attendez, vous n'allez pas me le refaire. La RATP, la SNCF, vous savez qu'ils ont les meilleures espérances de vie qui existent et pourtant ils disent qu'ils ont un métier hyper pénible. Hein, ils ont 27 ans d'espérance de vie. Non, je parle des métiers physiques, des métiers besogneux, des métiers... Alors c'est quoi un métier physique? C'est pas physique de travailler à la SNCF ou à la RATP? Ça vous parle quand même, non? Mais attendez, la pénibilité, il y en a dans tous les métiers. Bien sûr qu'il y en a dans tous les métiers. Moi, je suis fille d'agriculteur, je vois très bien ce que c'est, travailler dehors, mais je vois aussi le stress qu'on peut avoir à travailler sur certains métiers exposés. Donc, le sujet, c'est pas la pénibilité. Le sujet, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être à 1,7 actifs pour financer un retraité. C'est mathématique, ça. Et que ça va encore se déteriorer. Tous les candidats qui proposent la retraite à 60 ans, il y en a plein. Hein. Le retour de la retraite à 60 ans. Le Pen. Oui, Philippe Poutou aussi. Enfin, voilà, il y en a plein qui disent. Ce serait dramatique. Mais ce serait dramatique pour nos finances publiques, mais en plus, est-ce que vraiment on croit que si on va pour un actif qui finance un retraité, est-ce qu'on croit que c'est tenable, quoi? C'est vers ça qu'on va avec ce genre de proposition. Sorti par le haut, ça passe par travailler plus, donc retraite à 67 ans selon vous. Baisse de la dépense publique de 80 à 100 milliards d'euros, vous me direz, c'est sur d'ici 2030. Personne ne se fera élire sur ce type de promesse, Agnès. Hein. Je ne suis pas d'accord. Du sang et des larmes. Je ne suis pas d'accord. Casser les services publics, alors je ne suis pas sûr que... C'est pas du tout casser les services publics, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous croyez que les pays du nord de l'Europe ont cassé leurs services publics? Est-ce que vous croyez qu'il y avait moins de lits de réa en Allemagne? Non. Et pourtant, ils gèrent au niveau local. Et pourtant, ils font des délégations de services publics. C'est souvent des gestionnaires privés qui gèrent leurs hôpitaux publics. Et pourtant, ils dépensent 15 milliards de moins pour l'hôpital qu'en France. Donc, est-ce que c'est une question d'argent? D'une manière, oui, ou d'une autre, non. C'est-à-dire que si on arrose encore, allez, mettons 200 milliards de plus, allez, suivons les préconisations de Jean-Luc Mélenchon, qui propose, quand on fait les comptes, de creuser encore le déficit entre 170 et 190 milliards d'euros par an. Est-ce que ça va améliorer les services publics? Vous le pensez vraiment? Est-ce que quelqu'un le croit en France? Franchement, personne n'y croit. Donc je crois, contrairement à besoin de plus de policiers, non, mais plus contrairement de justice, à ce que vous dites, dire que c'est pas le programme qui permet d'être élu, moi je pense que les seuls candidats qui seront crédibles devant les Français seront ceux qui proposeront plus de baisse de dépenses que de hausse, et plus de baisse d'impôts que de hausse. Les autres ne seront pas crédibles. D'ailleurs, vous voyez à quel point, en ce moment, tous ceux qui proposent d'augmenter encore la fiscalité, d'augmenter la dépense publique, je ne crois pas qu'ils soient pour l'instant qualifiés dans les sondages pour être au second tour. Vous les faites où? Ces 100 milliards d'euros d'économie sans nous donner envie de nous pendre. Mais non, mais attendez, justement, c'est le moment du sursaut. C'est le moment où on réalise la situation dans laquelle on est et qu'on n'a pas envie de subir dans les prochaines années. C'est le moment où on se rend compte... Moins de policiers, moins d'argent pour la santé, vous les faites où? C'est le moment où on se rend compte que dépenser plus, taxer plus et travailler moins, ça ne marche pas. Alors oui, je donne tous les chiffres dans le livre. Le report de l'âge de départ à la retraite, ça fait déjà une grosse partie des économies. Hein. C'est un montant non négligeable parmi les 80 milliards d'économies à l'horizon 2030. C'est un tiers? Oui, c'est un tiers, un bon tiers, qui permet justement déjà de redresser nos comptes. Ensuite, vous avez toute la dépense bureaucratique, la dépense finalement d'administration. On sait que c'est 84 milliards d'euros de surcoût de production. Administration administrante, nous dit Valérie Pécresse. 84 milliards d'euros par an. Ça vous parle, ça? Mais évidemment, parce qu'on le constate tous les jours. Sur la santé, tout le monde s'en occupe. Sur l'éducation, tout le monde s'en occupe. Sur la culture, tout le monde s'en occupe. La politique de l'emploi, tout le monde s'en occupe. Tout le monde s'occupe de tout et mal. Et en plus, ça nous coûte plus cher. Regardez l'éducation. C'est incroyable. L'enseignement privé sous contrat, on l'a montré, il coûte beaucoup moins cher par élève, il a des meilleurs résultats. Les élèves de 6e, ils savent mieux lire que les élèves de 6e quand ils sont dans l'enseignement privé sous contrat que quand ils sont dans le public. Pas tout le monde peut se payer un collège ou un lycée privé. Bizarrement, vous savez, il y a beaucoup de politiques qui mettent leurs propres enfants dans l'enseignement privé, hein, pour ensuite nous dire que finalement, il faut évidemment conserver 80% d'une classe d'âge qui vont dans le public. Ça n'a aucun sens. Dans les pays qui nous entourent, ils sont beaucoup moins dogmatiques. Il y a de la pluralité d'offres.
Et il y a de la dépense qui est bien utilisée et c'est géré beaucoup plus au niveau local. Donc la décentralisation, elle permettrait beaucoup d'économies. L'État doit lâcher prise sur toutes les missions qui ne sont pas régaliennes et se reconcentrer sur les missions régaliennes et sur la dépense sociale. C'est pour ça que moi je propose de renationaliser toutes les aides sociales au niveau de l'État et pas que pour la Seine-Saint-Denis, parce que bizarrement, alors pour la Seine-Saint-Denis, là on dit le RSA doit être géré par l'État. Alors pour les autres départements, non, bizarrement. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une politique de gribouille. Donc on gère le social au niveau de l'État, on plafonne, on rend imposable, on contrôle la fraude sociale, on contrôle la fraude fiscale. Bon. On décentralise vraiment, on met de l'argent dans le régalien. Moi, je propose 20 milliards de dépenses supplémentaires dans le régalien, tout est chiffré dans les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une politique de sécurité intérieure beaucoup plus forte, on a besoin d'équipements dans la défense, enfin tout ça, on le sait. Ça fait des années qu'on a laissé tomber toutes ces mesures, toutes ces dépenses de défense pour finalement faire du social. 800 milliards dans le social. Quand on est à 1,6% de dépenses de sécurité intérieure, de justice, etc. Et de l'autre côté, on est à 32% de dépenses de protection sociale. Oui. Est-ce que c'est logique? Non, c'est illogique. Bon, en tout cas, il faut lire. Il faut le lire. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut lire le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir. Audit, signé donc Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David. Ciao.